T'as vu des autres mourir sur ces chemins-là? On n'a pas vu des personnes mourir, mais on a entendu des armes, des gens qui se sont fait tirer dessus. Comme vous étiez un peu éloigné, vous les avez pas forcément vus. On ne les a pas vus et heureusement qu'on ne les a pas vus. Et je pense que c'était le moment où il ne fallait pas regarder derrière, il fallait juste tracer, peu importe ce qui se passe derrière nous, il faut fuir. Je vous invite à nous suivre en vous abonnant pour nous soutenir dans notre travail et pour participer au futur de cette chaîne. D'ici là, je vous souhaite un excellent visionnage et n'oubliez pas qu'au cœur de chaque échange, l'humain est notre boussole. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Entretiens pour cette deuxième interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaïs. Gaïs, Bonjour Kylian. Qui es-tu? Merci tout d'abord de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Je m'appelle Gaïs Ibrahim, j'ai 20 ans, je suis originaire de Syrie. Je suis en France depuis aujourd'hui 10 ans, fuyant la guerre de la Syrie et la révolution, et cherchant aussi une paix et une nouvelle vie. Je suis actuellement étudiant ingénieur à l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique, où je me spécialise dans le domaine de la technologie médicale et santé. Je suis également alternant en tant qu'assistant chargé de projet dans la conception des cartes électroniques. Mon parcours ne s'arrête pas là, je suis militant également, militant des droits de l'homme. Je défends l'égalité, je dénonce les injustices pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc je suis bénévole dans plusieurs associations humanitaires et également responsable du pôle communication et réseaux sociaux. Ok, sacré parcours, et c'est pour ça que je voulais qu'on puisse revenir tous les deux sur ça pour que tu puisses le partager aux gens. Et j'aimerais qu'on puisse retracer un petit peu toute ta vie, le parcours, ton parcours de vie qui est atypique, original, qui sort de l'ordinaire. Et je pense que ça peut nous faire du bien lorsque nous on est dans notre confort et que voilà, on a un peu tous des vies similaires, de sortir de ça, d'aller voir autre chose et découvrir voilà, des gens qui ont des vies comme la tienne, qui sont différentes, qui sont empreintes de souffrance, empreintes d'autres choses que nous ne connaissons pas et qui t'ont permis d'avoir une vie tout simplement différente de celle qu'on a l'habitude de pouvoir voir. Donc si on peut retracer un petit peu ta vie, j'aimerais qu'on parte un petit peu en 2011. C'est le début du conflit qui va durer très longtemps en Syrie, qui dure encore aujourd'hui en 2024. Tout a commencé ici, à Deraa, au sud de la Syrie, le 15 mars 2011. Inspirés par les protestations émanant du monde arabe, des adolescents peignent des graffitis anti-Assad dans les rues. Ils sont arrêtés et torturés, et au moins l'un d'entre eux est tué. C'est l'étincelle qui embrase le peuple syrien et déclenche la révolution. Avec l'escalade des violences, la révolution se transforme en guerre civile. Les lignes de front se durcissent, les civils sont piégés. Le gouvernement et dans une moindre mesure les rebelles encerclent, assiègent et bombardent les quartiers dans une tentative d'affamer les habitants pour qu'ils se rendent. Et donc j'aimerais que tu nous expliques un peu quelle est la situation pour toi et pour ta famille lorsque voilà, ce conflit intervient. Tes parents, quelles étaient leurs professions? Tes grands-parents, est-ce que tu les voyais? Où est-ce que tu habitais? Tout ce type d'informations qui peuvent nous permettre de comprendre qui tu étais et dans quel environnement ta famille évoluait. Alors, si je peux parler de deux phases de ma vie. La vie avant 2011, que je développerai pas beaucoup, mais c'était une vie qui était géniale, si je peux la résumer en cette phrase-là. Une vie qui était géniale, une vie qui était remplie de joie, une vie qui était magnifique. La Syrie, elle est vraiment magnifique, il y a des beaux paysages, des belles villes, un pays qui était en croissance économique. On avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Malgré les injustices, la liberté qu'on ne possédait pas, malgré la pauvreté du pays, on vivait quand même. Ça, c'était la partie avant 2011. En parlant de ma famille, j'allais à l'école comme tous les autres enfants. J'allais avec mon frère et mon cousin. On avait un autocar qui venait nous chercher. Enfin, c'était vraiment la vie normale qu'un jeune pouvait avoir. 2011, bouleversement de la vie. Si je peux dire, la vie elle a été bouleversée de 180 degrés. Une révolution civile. La population demande une liberté à son président. J'aime pas trop le mot président, je préfère utiliser le mot dictateur.
Parce que je pense que les gens savent, celui qui est actuellement sur la chaise de la présidentielle est un dictateur. Il réprime tout type de liberté. Liberté d'expression, liberté sociale, liberté économique. Tu pouvais faire tout ce que tu souhaitais, mais ne t'approche pas de la politique. Ne t'approche pas des classes qui sont très riches, des gens qui étaient, on va dire, bien calés, qui avaient le bras long, comme on dit. Donc, à partir de 2011, notre vie a changé, forcément. Mon père avait des magasins au centre-ville, des magasins téléphoniques. Il travaillait normalement, comme tous les autres, avant 2011. Après 2011, la circulation a été très compliquée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails comment la révolution a commencé, etc. Je vais directement rentrer un peu dans la vie d'une famille qui a vécu dans cette révolution et qui, par la suite, est devenue une guerre civile. Donc, une famille normale qui réside près du centre-ville, où le père avait des magasins téléphoniques, etc. Forcément, après le déclenchement de la révolution, mon père avait beaucoup de mal à circuler dans les quartiers. Il y a des checkpoints partout. Checkpoints du côté du président, mais aussi checkpoints du côté de l'armée, ce qu'on appelle l'armée libre, qui n'a pas été officiellement, directement reconnue sur terrain, mais qui a débuté directement après la Révolution. C'était des quartiers entre eux qui s'armaient et qui essayaient justement de défendre leur quartier et de dénoncer cette injustice sociale. Donc forcément, beaucoup de checkpoints dans toute la ville. Une circulation qui était très compliquée. Plus d'écoles, plus de sorties. Tu étais un jeune. Forcément, quand tu es petit, tu aimes bien sortir, jouer avec tes amis, faire connaissance, aller voir ta famille. Tu ne pouvais plus. Si tu peux imaginer, moi j'avais mon appartement juste là, et à un quartier, j'avais l'appartement de mon cousin. J'étais incapable d'aller le voir. Des checkpoints partout. La circulation était vraiment impossible, très contrôlée. Très contrôlée. Une révolution qui pète dans le pays, forcément, ils doivent tout contrôler. Ils doivent tout savoir, qui circule. Voilà, parce que c'était très dangereux pour le président. Il savait que son tour allait arriver. Allait y arriver, c'était sûr. Est-ce que toi, tu as senti que ce contrôle, là, au niveau à la fois de l'armée syrienne libre, qui, comme tu l'as dit, a été créée juste après, qui a été officialisée un peu après, mais qui, dès le début de la révolution en Syrie, était présente, est-ce que tu as senti que ce contrôle, qui finalement était déjà instauré par le régime de Bachar al-Assad, qui est le président que tu n'as pas nommé, qui, lui, qui a été nommé président et non pas élu, et c'est aussi pour ça que tu dis que c'est un dictateur, et qui, même quand toi tu dis que tu avais une vie paisible, une vie tranquille, finalement, il y avait quand même, depuis 1963, dans le pays, un état d'urgence qui permettait une grande censure dans le pays, une interdiction de se réunir à plus de 5. Il y avait vraiment un très grand contrôle de la part du pouvoir présidentiel. Totalement. Et pourtant, tu dis que c'était une vie magnifique, etc. Totalement. Est-ce que tu as senti que ce contrôle, il a augmenté, il était encore plus présent dans ta vie à partir du moment où il y a eu la révolution, notamment suite aux soulèvements qui ont, on connaît les événements en Syrie qui sont apparus suite au printemps arabe de 2011, notamment dans d'autres pays. Est-ce que tu as senti que ce contrôle était plus fort ? Alors, si je peux, avant 2011, moi en tant que jeune, en tant qu'enfant, je ne pouvais pas savoir tout ce qui se passait. Mais je peux par exemple raconter les histoires que mon père nous racontait. Bien sûr, avant le président actuel, que tu as cité, Bachar al-Assad, le dictateur, juste avant lui, il y avait son père. Une histoire de famille. Son père, il était encore plus pire. Il était pire que le président actuel. Bien sûr qu'il y avait beaucoup de restrictions en termes de circulation, en termes de liberté, en termes de politique, d'économie, de social. C'était présent depuis très longtemps. Parce que, si je peux dire, l'histoire aussi, elle n'a pas commencé en 2011. Comme tu l'as cité, elle a commencé depuis très longtemps. Mais ce n'était pas très senti par la population. On voyait qu'on ne pouvait pas s'approcher de la politique. Ça, c'était sûr. Mais je pense que la population, au bout d'un moment, elle s'est dit, en fait, on en a marre. On en a marre que tout le monde nous prenne pour des cons, pour des gens qui ne sont incapables, qu'on n'a pas le droit de voter. Tu as parlé des votes, mais les votes, ils sont préparés avant même de voter. Je me rappelle encore, mon père, il me disait, j'allais au bureau du vote
et le monsieur, il lui donnait l'enveloppe pour qu'il la mette. C'est le monsieur qui lui donne l'enveloppe pour que lui, il la glisse. Donc c'est pas en fait tu rentres dans une petite chambre, tu mets c'est la personne que tu veux, enfin ça se passe pas comme ça, c'est une dictature. Une histoire de famille, le père puis le fils, qui d'ailleurs maintenant prépare bien sûr son fils pour qu'il prenne la présidentielle. Je pense qu'avant, il l'avait pas vraiment senti puisque petit à petit en fait tu commences à t'étouffer en termes de pauvreté, en termes d'égalité et en termes de liberté. Et c'est à partir de 2011 où tu voyais vraiment cette population où en fait elle se dit non, on stoppe ici. Et je pense même que si le printemps arabe a été déclenché avant, je pense que la population syrienne, elle aurait manifesté depuis très longtemps. Ok. Mais nous, on a un sentiment où si les autres ne manifestent pas, on ne va pas manifester. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le printemps arabe qui a fait que toutes les populations ont été sous contrôle d'un dictateur. Ils se soulèvent et ils demandent une liberté. Après 2011, comment on l'a senti? Et là, c'était net et clair. Ils déploient tous les soldats. Moi, j'habitais juste derrière mon appartement. Il y avait la base militaire du président. Il y avait une des bases militaires en Syrie qui était au nord d'Alep. Donc j'habitais juste à côté de la base militaire, donc j'ouvrais ma fenêtre, je voyais la base militaire quand ils s'entraînaient, etc. Avant 2011, c'était une base militaire comme une autre. Tu voyais les soldats qui s'entraînaient, c'était totalement normal. On marchait sur le boulevard, on regardait les soldats, on les saluait, il n'y avait aucun problème. Après 2011, tu voyais toute la base militaire entourée, aucune personne ne pouvait y accéder, et bien sûr le soir, tu voyais des feux d'artifice partout. Je parle des feux d'artifice, je parle bien des missiles. Tu voyais des missiles partout, qui partent de partout, et toi, tu es là juste dans ta chambre, en train de regarder les deux côtés qui se battent. Bien sûr, les missiles, il n'y a que les civils qui les prennent. Donc, notamment, tu parles des civils qui se font agresser, qui subissent cette violence. Et c'est vrai qu'à partir du moment où, en Syrie, la révolution commence à prendre place, où on a beaucoup de manifestations en demandant la chute du régime, on a quand même le président qui riposte sur sa population en tirant sur les civils. Et c'est donc de là que l'armée syrienne libre se proclame, s'officialise, avec tous les déserteurs de l'armée qui refusent de tirer sur la population. Et cette violence-là, on la voit même après avec toutes les attaques à l'arme chimique envers sa propre population. Et ça, c'est quelque chose qui t'a indigné. Est-ce qu'à l'époque, la violence que tu as subie, elle t'a laissé des traumatismes? Disons que forcément, elle m'a laissé des traces, puisque tu es un enfant, tu es dans ta maison tranquillement le soir, tu essaies de dormir, et à 3h du matin, tu vois des soldats qui toquent à ta porte et qui foncent la porte. Forcément, je pense que peu importe la personne, la force qu'on possède, on serait tous touchés par tous les moyens qu'il utilisait pour affaiblir la population. En fait, leur objectif, c'était, je pense, ce qu'on a vu aussi après, c'est devenu une guerre civile, une guerre religieuse, une guerre où deux camps s'affrontaient, où tu voyais même au sein de la même famille, deux frères qui étaient contre, puisque l'un était d'un camp et l'autre, il était de l'autre camp. Donc forcément, on a été beaucoup touchés. Et comme je t'ai dit, moi, je n'avais pas la chance j'habitais à côté de la base militaire. Forcément, on voyait toutes les voitures, tous les soldats, tous les missiles passer. Donc en fait, même si tu n'as pas subi une violence physique, tu peux subir t'as peur. Une violence psychologique. Une violence psychologique où en fait tu te dis, mais on est dans un autre monde. Tu te sens jamais en sécurité. Jamais. Il n'y a pas un jour où tu te dis, en fait, c'est peut-être mon dernier jour. On a passé vraiment des semaines dans les couloirs de l'appartement. Ça, c'est très connu en Syrie. Tu demandes à n'importe quelle famille syrienne qui est en Syrie ou qui est sortie de la Syrie, tu lui dis, t'as passé où ta vie pendant la guerre ou la révolution? C'était dans les couloirs. Parce qu'en fait, tu es enfermé par les 4 murs, tu fermes toutes les portes et tu essaies de caler des choses devant les fenêtres pour que si jamais il y a un missile qui tombe, tu es protégé. Et dans le couloir, tu es enfermé, on va dire. Tu es assis par terre et t'attends.
Donc c'est grave quand même qu'à l'âge Ouais. que tu avais en 2011, donc toi tu es né en 2004, Mm. donc ça veut dire que tu avais 6 ans, 7 ans, ça dépend au moment de l'année, mais à 6-7 ans, de se dire que son jour peut être le dernier, Mm. on vient à peine de naître à 6 ans et on ne doit pas se poser ces questions-là. Est-ce que ça t'a transformé vraiment de l'intérieur, tu vois, notamment sur la maturité, sur ta façon de voir le monde? Est-ce que tu penses que tu as arrêté d'être un enfant à partir de cette année-là, en fait? En fait, pour moi, du moment où tu réfléchis à des stratégies quand tu es en guerre, tu t'es plus un enfant. Quand tu es 7 ans et tu dis à ton papa, bah, en fait, faut qu'on ferme ce coin-là, faut qu'on fasse ça, faut qu'on ferme cette porte-là, tu es déjà en train de réfléchir à Mhm. à ce qui peut se passer après. Pour moi, un enfant de 7 ans, il doit être dans des terrains de foot ou à l'école ou avec ses amis, pas en train de trouver, pas en train de fermer les trous pour pas qu'ils se prennent un missile dans la Mhm. tête. Mais je pense aussi, on va, ça m'a transformé. J'avais peut-être pas dans ma tête, c'était en fait, qu'est-ce qu'il y a après en fait? Qu'est-ce qu'il y aura demain? Est-ce que je vais rester vivant? Est-ce que je vais mourir? Et si je reste vivant, qu'est-ce qu'il y aura en fait? C'est quelle vie j'aurai? Est-ce que je vais être comme tous les soldats qui ont pris des armes et aller combattre pour avoir une liberté? Ou est-ce que j'allais mourir avec toute ma famille? Je sais pas. On vivait le jour du jour. Ok. Et je pense que c'est la pire chose puisque tu sais pas à quel moment en fait ça va te prendre. Est-ce que du coup, tu n'avais pas de sens à ta vie finalement? Clairement, Tu savais pas ouais, quel t'avais sens pas de donner à ta sens, vie? non. Je comprends. Et donc, dans cette phase difficile de violence que vivent tous les Syriens, on voit un tiers du pays, donc, qui était composé d'environ une vingtaine de millions d'habitants, un tiers du pays, donc 7-8 millions de personnes qui décident de fuir. Et c'est notamment le cas de ta famille. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ta famille elle a décidé de partir de la Syrie? Mes parents, leur seul objectif, c'est de nous offrir un futur qui est mieux que celui de la Mhm. Syrie. Avec mon frère, qui est plus grand que moi, de 3 ans. Il a 23 ans aujourd'hui. Euh, Clairement, leur objectif, c'était comme toutes les autres familles, c'est de fuir ce pays, puisque tu n'avais pas un avenir, avec toutes les injustices, toute cette vie où en fait tu étais vraiment opprimé de tous les côtés, Mhm. tu n'avais pas de liberté. Donc forcément, je pense qu'ils veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. Donc on a décidé de fuir et je pense que c'était la meilleure idée, puisque nous on est sorti vers fin 2013 et D'accord. je pense que c'était aussi la meilleure période parce que juste avant ils avaient fermé toutes les frontières, etc. Bon après nous on n'était pas partis légalement, comme on dit, avec les papiers, puisqu'ils avaient pris tous les papiers, toutes les cartes d'identité, pour que justement personne fuit le pays. D'accord. Donc il y avait un vrai contrôle de la population, et ce qui n'a pas empêché 8 millions de personnes de fuir le pays. Il y Donc, avait beaucoup de moyens. donc toi, tes parents, ils n'ont pas fait le choix de rester parce qu'ils voulaient vous donner un avenir Mm. tout à fait louable. Ton père, par exemple, il n'a jamais voulu prendre les armes pour, par exemple, au moment des manifestations. Est-ce que lui, il est aussi allé manifester son mécontentement? Comment il voyait les choses? Et est-ce qu'il a été tenté de justement prendre les armes, de lui aussi se soulever pour justement renverser le pouvoir en place? Je pense que mes parents, comme je l'ai dit, leur seul objectif, c'était de nous protéger. Mhm, Et justement, pas partir, aller risquer sa vie, mhm. aller prendre des armes, etc. Il a manifesté, mais il n'a pas beaucoup manifesté. Il a manifesté quelques manifestations, sans plus, pour justement pas risquer sa vie. D'accord. Et tout ce qu'on cherchait à avoir, c'était juste une vie normale. Il y avait une vraie volonté de vivre pour vous, de vous donner cet avenir-là que Exactement. malheureusement on vous avait arraché alors que vous étiez encore enfant. Mm. Mm. Donc tes parents ils choisissent de partir pour vous offrir un futur. Ils décident de partir donc illégalement puisque comme tu l'as dit les papiers avaient été réquisitionnés donc Mm. pas de possibilité de partir légalement du territoire. Comment ça s'organise cette fuite si je puis dire aussi au moment où Bachar el-Assad n'est plus le seul à craindre, mais où il y a aussi des nouveaux mouvements qui apparaissent avec des
les différentes mouvances djihadistes qui sont sur le territoire, et notamment l'État islamique qui va rentrer après le moment où toi tu pars. Voilà, comment vous vous organisez? Alors à ce moment-là, tu avais vraiment deux choix. Soit rester dans cette guerre où tu n'avais pas d'avenir, tu n'avais pas de futur, et où tu pouvais prendre à n'importe quel moment un missile ou des balles, etc. Ou soit partir, risquer ta vie, tu n'es pas sûr de pouvoir partir du pays, malgré ce contact qu'on avait, malgré les routes qui étaient faites pour justement les gens qui fuient, etc. Malgré tout ça, tu n'étais jamais sûr de pouvoir partir du pays. Nous, on est passé par les frontières, mais on est passé par les frontières illégalement. Donc, on est passé au nord de la Syrie pour aller en Turquie, justement. Et ce passage-là, ce qu'on appelle le passage de la mort. C'était un passage qui durait 3-4 heures à peu près. Mais c'est un passage où tu savais vraiment pas à quel moment tu allais arriver en Turquie. Tu savais pas à quel moment tu pouvais avoir des soldats, tu pouvais te tuer. Il n'y avait vraiment aucune règle puisque c'était entre les frontières de la Syrie et de la Turquie. À ce moment-là, c'était contrôlé par la Turquie et par l'armée libre syrienne. Donc nous, on avait décidé de partir. Y a un bus qui prend toutes les familles qui veulent partir, qui les jette sur une autoroute. Un monsieur qui te dit bon, on est arrivé, vous voyez la montagne, c'est juste là. Et bah, vous marchez, et juste derrière, vous marchez quelques mètres et vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Ça paraît simple. Ça paraît très simple. Tu dis, ah ben j'ai juste la montagne à traverser et en fait c'est bon. Ben non, c'est pas du tout ça. Et je voyais mon père en réflexion avec ma mère, il parlait, t'avais tout le monde qui criait, qui pleurait. Mais à quel moment tu peux nous lâcher comme ça sur l'autoroute et nous dire que vous passez juste, vous traversez la montagne et vous allez y arriver? Et vous aviez payé pour avoir cette personne qui vous emmène, oui, c'est un passeur. Très cher. Ouais. Tu payes pour qu'une personne te lâche comme ça et te dit, bah, en fait, vous traversez et vous allez y arriver. Bon, forcément, on avait des valises, etc. Mais logiquement, tu vas pas aller faire tout ce trajet-là avec tes valises. Ouais. Forcément, tout le monde a gardé ses valises. Et bon, tu n'avais pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. Vous aviez de la nourriture à ce moment-là pour pouvoir tenir des vivres, de l'eau? Rien du tout. Rien du tout. En fait, il faut que tu ailles juste personnellement. Il faut que, même si ton frère, je sais pas, il risque sa vie, il faut pas que tu t'approches. Tu le laisses. C'est chacun avance. C'est chacun et avance. Celui qui arrive, bah, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Tu arrives, tu dépasses les montagnes et là tu vois une forêt où tu ne vois pas la fin. Vous avez marché combien de temps pour arriver jusqu'au bout? Alors, on a marché beaucoup, on s'est arrêté beaucoup de fois aussi, parce que dès que tu entends un voix par-ci, par-là, et ben, forcément, tu es obligé de t'arrêter. Tu es accroupi, tu ne dois pas faire beaucoup de voix, parce que à n'importe quel moment, s'il y a un soldat qui te voit, il a l'autorisation de tirer dessus. Okay. Et donc nous, on a essayé un peu de s'éloigner de toutes ces familles-là. Voilà, forcément, pour ne pas prendre le risque, ils étaient très regroupés, des enfants, etc. On s'est éloigné un peu pour justement essayer de tracer à 4 et d'aller traverser toute ce forêt-là. On avait la chance également, parce que mon père il avait beaucoup de contacts en Turquie, on avait des gens qui nous attendaient là-bas pour nous récupérer et pour justement aller s'installer en Turquie. Que nous, on avait la chance, mais que malheureusement, d'autres personnes n'avaient pas cette chance-là. Tu as vu des autres mourir sur ces chemins-là? On n'a pas vu des personnes mourir, mais on a entendu des armes, des gens qui se sont fait tirer dessus. Comme vous étiez un peu éloigné, vous ne les avez pas forcément vus? On ne les a pas vus, et heureusement qu'on ne les a pas vus. Et je pense que c'était le moment où il ne fallait pas regarder derrière, il fallait juste tracer, peu importe ce qui se passe derrière nous, il faut fuir. Et toi, tu n'es pas tétanisé justement par cette peur, cette violence autour de toi, et tu continues à marcher et vous arrivez au bout? En le racontant, je me rends compte, je me dis, mais quel âge j'avais pour vivre ça? Quel âge, enfin, pourquoi avoir vécu quelque chose qui ne fait pas partie de l'âge, mais qui, en fait, t'es un enfant, mais je me rappelle encore comme si c'était hier.
Mais à n'importe quel âge, personne ne devrait avoir à vivre ça. Du tout. Donc vous arrivez en Turquie illégalement, tous les quatre, en bonne forme, personne n'a été blessé. Après, comment ça se passe? Est-ce que vous aviez décidé de rester en Turquie? Est-ce que du coup vous allez vous présenter aux autorités ou vous vivez illégalement sur le territoire de la Turquie? Alors, on n'a pas vécu illégalement sur les territoires, puisqu'on avait des amis là-bas qui ont déjà préparé nos papiers D'accord. turcs en Turquie. On est resté un an chez Ok. parce qu'on avait de la famille également à Istanbul. On a vécu une période de notre vie qui nous a permis un peu d'oublier une goutte de ce qu'on a vécu en Syrie et ensuite directement de la Turquie en France. Ok. Et voilà, pourquoi la France? Pourquoi avoir choisi de venir ici? Est-ce que c'était un choix déjà? Ou est-ce que c'était voilà, le chemin qui vous a mené jusqu'ici? Alors moi j'ai mon oncle qui est enseignant, Ok. enseignant-chercheur à Polytech Angers et on a eu la chance d'avoir une famille qui réside en France et à Angers depuis très longtemps. Mhm. Et donc c'est par le biais de mon oncle qu'on est venu en France. Il D'accord. nous avait envoyé un visa touristique au tout début parce qu'on n'avait pas cette idée-là de venir en France et de résider. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Donc au Ok. début, c'était juste un visa où on allait s'installer un peu, oublier cette vie qui nous a tous traumatisés. Et finalement, bah, on a vu une belle vie, une liberté, la paix, où tu es là entre toute ta famille, tu peux vivre, tu peux parler. Et forcément, on est resté pour nos études également. Ok. Et donc, tu fais les demandes après pour rester sur le territoire. Donc là, finalement, vous y restez parce que vous vous y plaisez. Tu vis une vie comme un enfant de ton âge normal en France à partir de ce moment-là. Tu vas à l'école, donc la reprise de la scolarité. Mais toutefois, ça reste difficile parce que bah voilà, faut apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Tu passes quand même du Moyen-Orient, Proche-Orient à l'Europe avec des valeurs, une culture tout simplement différente. En plus de tout ce que tu as vécu, est-ce que ça te choque? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as eu du mal? Alors, quand je suis arrivé, tout d'abord, justement, l'école ne voulait pas me faire rentrer comme tous les autres. Puisque il fallait que j'apprenne le français d'abord. Il Ok. fallait que j'apprenne la langue française pendant une période de ma vie. Et ensuite, j'intègre une école. Sauf que le problème, je suis arrivé pendant l'été. Et Ok. un mois après, c'était la rentrée scolaire. Donc, forcément, je me suis Tu dit, n'avais pas le temps d'apprendre. j'avais pas le temps Hmm. d'apprendre. Mais finalement, mon oncle, il avait beaucoup négocié avec l'école, etc. On avait beaucoup parlé. Et la seule condition, c'était je passais un test avant de rentrer en septembre. D'accord. Et si j'ai un bon niveau, entre guillemets, si j'arrive un peu à écrire et s'il voit que j'ai la capacité d'y accéder, et ben c'était bon. Du coup, je suis rentré comme tous les autres jeunes de mon âge. J'ai pas ni redoublé, ni attendu quelques mois pour apprendre la langue française. Forcément, au début, c'était compliqué. Je voyais tous les gens parler d'une langue où je ne comprenais absolument pas. Mais disons que pendant toute ma vie, j'ai appris à s'habituer sur des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Mhm. Donc aujourd'hui, je me dis, en fait, je suis capable voilà, je m'habitue très rapidement à l'environnement, à la société, peu importe, tant qu'il y a une paix intérieure, une paix extérieure, tu as cette liberté-là. Je pense que s'y Ouais. habituer à une langue, ou à une culture, à une société, ça devient très facile. Ouais. Après ce que tu as vécu, finalement, c'était rien de juste s'adapter à une culture. Donc c'est pas quelque chose qui t'a choqué, traumatisé ou quoi que ce soit. Finalement, ça s'est vite. Si tu dis qu'en un mois, tu as réussi à avoir le niveau nécessaire pour intégrer l'école, c'est que tu as vraiment fait les efforts aussi pour être intégré. Donc après, tu vis une vie à peu près normale. Pour un enfant de ton âge en France, tu n'as pas redoublé, donc tu suis ton cours, tu poursuis tes études. Aujourd'hui, tu dis que tu es en cursus d'ingénieur. Et on voit dans tout ton parcours que, mine de rien, il a été semé d'embûches, mais que tu as eu aussi beaucoup de chance par le fait d'avoir des contacts en Turquie qui vous ont permis d'aller en Turquie, puis des contacts en France qui vous ont permis de venir en France. Et que finalement, il y en a plein d'autres qui n'ont pas forcément eu cette chance-là
Et on pense notamment aux 600 000 morts durant ce conflit. On pense aux milliers, aux millions de personnes qui ont fui la guerre et qui ont vécu des choses atroces. Et toi, voilà, tu as aussi eu envie de t'engager pour ces gens-là qui ne connaissent pas la paix, qui ne vivent pas dans un territoire en paix. Et aujourd'hui, tu es actif dans ces causes-là. Est-ce que tu peux en parler un peu? Pourquoi avoir tout simplement cet engagement? Après ce que tu as vécu, on aurait pu penser que tu aurais envie de mettre ça de côté et de tracer ta vie, voir autre chose, t'épanouir personnellement. Mais au final, tu es plutôt ouvert sur les autres. Comment t'expliques cet engagement? Alors si je peux dire, pendant la première période de ma vie, quand je suis arrivé en France, je refusais toute idée de parler de la Syrie. Je ne voulais absolument pas parler de comment était ma vie là-bas, comment ma famille elle est actuellement, qu'est-ce qui se passe en Syrie, la Pourquoi? révolution, la guerre. Par peur du regard des autres? Ou parce que tu voulais oublier? Pas par peur du tout, c'était parce que pour moi, partir d'un pays à un autre, c'est créer une autre vie. Ok. Partir de zéro, créer une autre personnalité, une autre façon de réfléchir, t'intégrer une société où tu peux pas avoir la même mentalité de quand tu étais par exemple dans ton pays. Je voulais vraiment créer une autre vie, commencer de zéro et me dire, bon, tout ce qui s'est passé avant, c'est une période de vie qui peut arriver, qui n'est pas normale, mais qui peut arriver. Et aujourd'hui, je souhaite mettre un bloc à ça et vivre une Ok. vie normale comme tous les autres. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas pu résister à cette inégalité, à cette injustice qui prône dans ce monde, que ce soit en Syrie ou partout ailleurs. Je me dis qu'en fait aujourd'hui, moi j'ai la chance de vivre une vie que les autres n'ont pas. J'ai la chance de pouvoir monter, parler, m'exprimer comme il faut, mais que les autres n'ont pas aujourd'hui. Donc ça s'est déclenché petit à petit pendant la période du lycée, où voilà, j'avais mes camarades qui me posaient des questions. Tu as gardé ça, ça veut dire pendant des années avant de vraiment pouvoir Oui, t'exprimer, oui. un peu plus à un âge de la maturité sûrement. Donc à ce moment-là, toi, tu commences à en parler. Comment tu t'engages concrètement? Alors au tout début, c'était vraiment, comme je l'ai dit, c'était par groupe de camarades. On parlait un peu, on parle de la Syrie. Alors qu'est-ce qui se passe en Syrie? Forcément, il y a un Syrien dans le groupe, On va lui demander. ils vont demander. Bon, je raconte, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, la société, notre société, si je peux dire, notre génération actuelle, elle n'a pas assez d'informations sur ce qui se passe dans le monde. On est beaucoup éloigné de la vraie vie. T'entends beaucoup notre génération, la génération de TikTok, la génération qui n'a pas vraiment cette conscience de ce que vraiment les gens y vivent dans ce monde. La chance de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la conscience en fait de pouvoir avoir cette chance-là. Et donc petit à petit, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait parler, il fallait témoigner, il fallait dire qu'il fallait se rendre compte que parler de la situation en Syrie ou parler de sa vie, c'était pas forcément quelque chose de négatif. Ouais. Je pouvais transformer ça en quelque chose de positif, informer les gens sur la situation. Je peux m'appuyer sur ma famille qui réside actuellement en Syrie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que bon, moi j'étais jeune, j'ai vécu des choses, mais je reste un peu jeune et une période de ma vie que je l'ai vécue en Syrie. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux toujours m'appuyer sur Les des gens qui sont témoignages. là-bas. Exactement. Donc petit à petit, ça a commencé comme ça. J'ai eu beaucoup de retours positifs où les gens s'y intéressaient de plus en plus. Je pense que le moment où ça s'est vraiment déclenché, c'était pendant un concours d'éloquence où je l'ai fait au lycée. J'avais beaucoup de profs qui venaient me voir pour me dire « Bah tiens, t'es une personne qui aime beaucoup parler, t'es à l'aise à l'oral, etc. Pourquoi pas faire le concours d'éloquence ?» J'avais pas du tout cette idée-là de le faire et j'avais aucun sujet. Je me suis dit « Bon, bah, on va parler de la guerre. » Pourquoi avoir choisi ce thème? Je me suis promis que j'allais oublier tout ce que j'ai vécu. Mais je n'arrive pas à dormir. Je me souviens encore de l'hymne national qu'on me forçait à chanter tous les jours. Je comprenais pas ce que je disais. Mais j'étais obligé de l'apprendre et de le réciter pour pas que je me fasse torturer. Et la première chose qui m'est arrivée comme phrase, c'était « La guerre, pourquoi avoir choisi ce thème ?» Je me suis promis que j'allais tout oublier
mais je n'arrivais pas à dormir. Je ne cesse d'y penser. Mais penser à quoi exactement? À la violence que j'ai subie? Ou à mon enfance qui est gâchée? Et en fait, petit à petit, j'ai sorti des mots qui étaient vraiment sortis de moi-même. Mhm. Il y avait un truc. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de m'exprimer. Et c'était là où, je me rappelle encore de mon prof d'anglais, c'était le concours de l'école, c'était un vendredi, et qui avait une évaluation avec des élèves à mon créneau, et qui m'a dit, bah, j'annule tout, juste pour venir voir ton discours. J'étais, ah oui, il y a beaucoup de choses qui s'attendent de moi. Finalement, j'avais fait ce discours-là, et ça a beaucoup plu aux gens. Donc ça a été le début Ça a de été ton vraiment engagement. le vraiment. début de mon engagement, malgré le fait que je postais énormément sur les réseaux sociaux, je republiais des publications, j'écrivais beaucoup, sans forcément publier, mais j'écrivais sur ma Ça vie. faisait du bien d'écrire aussi, de pouvoir Exactement. mettre des mots sur ce que tu as pu ressentir. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des actions au lycée, en créant un grand tableau que j'ai créé dans le hall du lycée, Mhm. pour afficher des photos, des images de guerre. Mon objectif, c'était chaque élève qui rentre dans le lycée, tous les matins, il est joyeux, il est content, il va faire son cours, bah, il lève la tête, il voit des images de guerre. Il se dit, ah oui, en fait, j'ai la chance d'être ici. Mhm. J'ai la chance de pouvoir marcher, etc. Donc, je pense que c'était quelque chose de très... je devais le faire, D'accord. puisque je ne trouvais pas d'autres personnes qui avaient cette capacité de le faire. Ouais. Donc tu t'es vraiment senti appelé à ça, et plus que témoigner juste sur la Syrie, tu t'es vraiment senti appelé à justement élever les consciences et faire prendre conscience aux gens de toute la misère dans le monde et le manque de paix. Et donc tu étais actif pour la paix, et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux notamment, où tu publies du contenu sur les différents conflits. Tu te sens vraiment comme un peu je sais pas comment dire ça, vraiment un appel. Est-ce que tu sens que c'est vraiment un appel personnel, ou est-ce que tu sens que tu es un petit peu redevable du fait de ce que tu as vécu? Comment tu le sens? Disons que quand j'ai commencé les réseaux sociaux au tout début, c'était juste republier les informations. D'accord. Mais aujourd'hui, je me sens un peu plus dans un cas où il y a vraiment des gens qui attendent que je publie. Mhm. Par exemple, j'ai été ban sur Instagram il y a quelques mois, puisque je posais beaucoup de publications politiques. Forcément, ça ne plaît pas toujours aux réseaux sociaux. Et j'avais reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels en me disant « Mais en fait, tu es où ?» Enfin, on ne voit plus l'actualité, on ne voit plus les republications, etc. Avant, c'était juste des republications, mais aujourd'hui, j'analyse plus la situation. J'arrive à apporter des idées, j'ai des points de vue sur les conflits, Regard, oui. un regard qui peut aujourd'hui servir à beaucoup de personnes, puisque D'accord. forcément, ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans les détails des conflits, etc. Et en arrivant sur Instagram, une story qui explique un peu la situation, bah, ils trouvent ça un peu intéressant pour que lorsqu'on débatte, on en discute, ils savent de quoi on parle. D'accord. Donc moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose que tu puisses mettre à profit ton passé, tout ce que tu as vécu, ton expérience, au profit des autres pour pouvoir voilà, partager ces choses-là. Écoute, j'invite les gens à pouvoir te suivre sur les réseaux sociaux si ça les intéresse. Je te remercie très grandement de ta présence aujourd'hui, très grandement de ton témoignage très précieux, qui je pense pourra vraiment mettre en lumière justement la cause à laquelle tu te sens appelé, de faire prendre conscience des choses. Donc j'invite vraiment à suivre Gaïs sur les réseaux sociaux, on mettra tout en description évidemment, et je te laisse le mot de la fin. Si tu avais vraiment un mot à partager, une idée à partager, laquelle ça serait? Alors si je peux finir en une citation, « Il n'est pas facile de changer la réalité, mais au moins nous pouvons transmettre cette voix de souffrance au monde entier. » Merci. Gaïs.